toujours grandi dans des endroits comme ça où la végétation est prédominée. Et ça nous laissait présager un tout petit peu que voilà, on serait. Voilà, on est connecté à nos racines en fait. Un tout petit peu comme dans Avatar. On a une richesse qui est inouïe. On arrive dans des terres tellement fertiles que il suffit de jeter des graines au sol pour avoir une culture. C'est vrai. Épisode 1, le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Awaz. On est à Meltit, C'est ça. la ferme. Awaz, je te laisse te présenter dans un premier temps pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Déjà, je vous remercie d'avoir parcouru tout ce chemin. Et je vous remercie d'être là, Fabrice et toi, Yann. Je m'appelle Awaz Yentoumi. Donc, je suis aujourd'hui le gérant de la ferme Meltit. Une ferme qu'on a lancée depuis 2019 et dans laquelle on s'est spécialisé sur la production de poulet de chair. Donc, ce qui fait notre gros aujourd'hui, notre grosse activité aujourd'hui, c'est la production de poulet de chair qu'on découle un tout petit peu partout dans toutes les régions du Togo. Voilà, pour la petite présentation de notre structure. On va avoir l'occasion de rentrer dans le détail, de décortiquer, Pas de soucis. creuser, on tout est là ça. pour ça. Super, super. J'aurais bien aimé qu'on revienne un peu sur ton parcours. C'est ça. Tu es né au Togo ? Je suis né au Togo, grandi au Togo, fait toutes mes armes pratiquement on va dire, au Togo, donc jusqu'au bac où j'ai dû partir en France pour continuer mes études. J'ai poursuivi à l'université d'Angers, où j'ai effectué ma première année en éco-gestion. Ensuite ma deuxième année et tout de suite après je suis remonté à Paname, à Paris, où j'ai fait ma licence. Donc j'ai suivi un cursus de double licence. Donc j'ai eu aussi pareil master à Éthique dans une école de commerce qui s'appelle Éthique. Donc justement, et où j'ai fait aussi mon master 2, donc en double cursus également. Voilà, donc titulaire d'un master 2 en management et stratégie des entreprises et titulaire d'un master 2 en marketing. D'accord. Donc on va dire que tu étais scolaire. Tu as Oui. bien fait les choses Oui. jusqu'au bout. Oui, on s'est axé beaucoup sur les conseils des parents. C'est super. C'est Voilà. super. Et moi, je suis curieux de savoir, du coup, tu as fini les études, tu es rentré directement au Togo, tu es resté en France. Non, pas tout de suite. Il fallait déjà se forger un tout petit peu d'expérience avant de pouvoir rentrer et de faire face aux réalités. C'est vrai que les réalités de l'autre côté ne sont pas les mêmes que celles d'ici, mais au moins il fallait quand même acquérir une certaine expérience. Et du coup, je suis rentré tout de suite dans une SS2I où il y avait, bon, tu connais un tout petit peu, tu es dans le domaine, donc où il y avait la proposition de logiciels. Je t'arrête, mais pour ceux qui ne le savent pas, une SS2I, du coup, ça va être une société de transformation digitale. Exactement. Voilà. Donc, où on intervenait sur des propositions de logiciels, des créations d'infra, tout ce qui est propositions, framework, tout ce qui est mise en place de compétences informatiques. Okay. Voilà. Donc, ma SS2I, elle s'appelait EKNSA. Okay. Et je travaillais en tant qu'ingénieur d'affaires pour notre directeur opérationnel qui était Khalid Soukia. Okay. Voilà. Donc j'ai effectué 2 années là-bas. Et ça a été une expérience qui m'a vraiment fait mûrir et qui m'a amené là, quoi.
D'accord. Donc c'est dans cette SS2I, c'est quelle année à peu près c'est... Donc on serait entre 2014 à 2016. D'accord. Parce que je suis rentré en 2016. Ok. Et j'ai commencé en 2016, j'ai dit des conneries. Okay. J'ai commencé chez KNSA en 2016. Okay. Ensuite, 2017-2018, j'étais encore chez KNSA. Okay. Et je suis rentré en 2019. Okay. En 2019, oui. Là, je suis pratiquement dans ma 4e année, 5e année. Okay. Donc, d'expérience ici. Voilà. Okay. Vu que j'ai démarré Meltit, du coup, en 2019. D'accord. Ok. Donc tu fais pendant 2 ans, tu travailles dans cette SS2I, oui. C'est ça? C'est ça. Après, qu'est-ce qui se passe du coup? Ce qui se passe, c'est que je rentre au Togo. Pourquoi? Au Togo parce que je suis rentré en vacances. Je suis rentré en vacances pour voir ce qui se passait un tout petit peu avec la famille. Franchement, je te cache pas que ce que j'ai ressenti, c'était de la chaleur humaine. D'accord. C'était de l'humain. J'ai ressenti ce besoin-là d'être parmi les miens. Okay. Et de me réaliser parmi les miens. Avec l'environnement qu'on a, la nature qu'on a, pourquoi ne pas se créer un espace bien dans tout ça. Franchement, nous, aujourd'hui, on est axé beaucoup sur le côté environnemental de la chose, où on prend soin de nous, on consomme local pour avoir une bonne constitution quand même, et puis voilà, favoriser ça pour nos enfants. Et on a la chance d'avoir tout dans nos pays en Afrique. On a la chance d'avoir des natures qui sont verdoyantes, que c'est du soleil partout, et voilà, qui illumine nos peaux, et puis voilà, on grandit, et puis ça fait de nous des gens meilleurs. Voilà, c'est vrai. Ça qui m'a... On ne le dit pas assez, mais c'est vrai. On ne le dit pas assez, oui. C'est vrai. Il faut remercier la nature pour ça. Du coup, c'est ça qui m'a poussé à rentrer. Vu que j'entrevoyais en fait tout ce projet-là, que j'avais mûri depuis tout petit. Je voulais toujours avoir une ferme, vu que voilà, toi et moi, on a toujours grandi dans des endroits comme ça, où la végétation est prédominée. Et ça nous laissait présager un tout petit peu que voilà, on serait... On est connecté. Voilà, on est connecté à nos racines en fait. Un tout petit peu comme dans Avatar. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup joué. Et quand je suis rentré, j'ai ressenti ça. J'ai voyagé dans des régions du Togo où j'ai vu ce besoin-là, j'ai vu cette possibilité-là, en fait, toute cette capacité qui est encore inexploitée à certains endroits. Et donc, je suis retourné à Paname, continuer ma vie du métro boulot dodo. Okay. Et du jour au lendemain, je me suis dit non, mais pourquoi pas rentrer et faire quelque chose, voilà quoi, développer quelque chose. C'est excellent. Donc, tu rentres à Lomé une année en vacances, t'es reconnecté, tu vois le potentiel, tu vois des opportunités, tu retournes à Paris. C'est ça. Tu repasses combien de temps à Paris quand tu y retournes déjà? Combien de temps finalement tu supportes encore le métro? J'arrive, en fait, je dis à un de mes potes, il s'appelle Abbas, je lui dis, Abbas, parce que c'était un grand frère, donc je lui dis, grand frère, tu sais quoi? Là, je viens de rentrer, hein, mais je vais pas faire plus de 3 mois ici. Okay. Et je pense que je vais rentrer. D'accord. Je vais rentrer chez moi. Et j'ai fait, je crois, 5 mois avant de rentrer. Ok. La décision elle était déjà faite en fait. Okay. Quand je suis arrivé ici, mon esprit il est resté. Okay. Et du coup je suis rentré, dans les premières années, j'ai travaillé à la BOA. D'accord. À la BOA en tant qu'analyste. Bank of Africa, en tant qu'analyste risque. C'était une équipe magnifique. Donc voilà, on a eu un bon délire. Sauf que j'en voulais plus. Tu vois, je suis quand même un aventurier, tu vois. J'ai toujours ressenti ce désir-là d'aller de l'avant, je sais pas d'où ça me vient. Pardon. Et du coup, j'ai toujours ressenti
ce besoin-là d'aller au-delà de ce que je pouvais accomplir. Je comprends. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, je me suis raccroché tout de suite à ce que j'avais en esprit quand j'étais petit et que j'ai matérialisé avec ma petite équipe. Et là, on est là, quoi. Bravo, bravo. Donc, bravo déjà. Je ne vais pas déjà te dire bravo pour la ferme, on va y arriver, mais bravo parce que c'est pas toujours évident. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui ont envie de rentrer, mais qui vont pas forcément sauter le pas. Oui, parce que ça reste compliqué. C'est ça. Reste compliqué. C'est ça. J'aimerais très rapidement faire une petite aparté là-dessus. C'est donc, tu prends 5 mois pour te dire, ok, je rentre. Tu avais trouvé ton taf à la BOA avant de rentrer ou ok. Donc tu rentres et après. Je suis rentré et après j'ai laissé les choses se faire. Ok. Parce que j'ai la confiance en moi. C'est ça. J'ai la confiance en moi. Je savais que j'allais trouver un point de sortie. J'avais travaillé chez KNSA, du coup j'avais ma retraite un tout petit peu, on va dire. C'est ça. Et du coup, je savais que j'allais pouvoir vivre un certain temps sans avoir besoin de faire rentrer. Okay. Et du coup, là, retraite, non, chômage du coup. Oui, je me suis mis en chômage. Okay, j'ai plus continué du tout. Okay. Je me suis mis en chômage et voilà, je me suis inscrit dans les organisations qui vont bien. Voilà. Et tout de suite, quand je suis rentré, franchement, ça n'a pas été compliqué tout de suite. Mais bon, j'étais là, c'était comme si j'étais en vacances en fait. D'accord, je comprends. Et voilà, je passais mes vacances, sauf que je me suis dit, ok, faut pas en fait endormir ce côté-là que j'ai, d'entrepreneur. C'est voilà cette force-là que j'ai acquis dans un pays ou un autre. Et du coup, il fallait l'exploiter. Et là, tout de suite, donc, il fallait rester en activité. Sauf que moi, à côté, j'avais toujours mon idée. D'accord. Donc, je faisais les petits métiers en intervention. J'intervenais avec mes compétences parce que j'avais que ça. J'ai que ça. D'accord. Donc, j'intervenais avec mes petites compétences dans les sociétés, que ce soit les sociétés des sociétés de la zone franche, où je suis intervenu aussi en proposant des solutions et qui ont bien fonctionné d'ailleurs. Donc, je suis intervenu à la BOA où j'ai passé quand même un temps formidable avec l'équipe. Un temps formidable. Mais après, il fallait quand même que j'en vienne à mon aventure à moi, quoi. À écrire ma route et puis à la dessiner. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Mais franchement, c'est tellement compliqué de prendre cette décision-là. Bien sûr. Que je ne voudrais pas, en fait, que quelqu'un la prenne. D'accord, voilà. Je comprends. Donc, il faut bien mûrir son projet c'est ça. Avant de se lancer. C'est ça. On n'a pas tous les mêmes vécus, on n'a pas tous les mêmes façons d'appréhender les choses. C'est ça. Et face aux difficultés, on réagit tous de différentes manières. Donc, voilà. Nous, on peut le faire parce que on est allé au-delà. On s'est mis au-delà et puis on est toujours au-delà et plus ultra. Donc, pour résumer, on peut vraiment dire que tu es quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qui a confiance en lui et puis surtout, en fait, un doers. Oui. Parce que ce soit dans l'entreprise où tu étais, avant la SS2I dans laquelle tu étais, je pense que tu as appris ce que tu avais à apprendre. Mais tu as eu aussi le courage, il faut le dire, de te dire qu'en fait, j'ai appris, je passe à autre chose. C'est ça. Et j'ai le courage de rentrer au pays. C'est ça. Tu rentres au pays et tu as aussi l'aptitude de savoir, en fait, trouver les opportunités, travailler et puis tout simplement pouvoir assurer le quotidien. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça, c'est de quel milieu tu sors aujourd'hui? Tu es d'une famille pauvre, classe moyenne, riche? C'est quoi ton histoire par rapport à ça? Non, moi j'ai eu la chance d'avoir une famille de taffeurs en fait. D'accord. De taffeurs, j'ai eu la chance d'être venu dans une famille de taffeurs où mon père il a tout à fait toute sa vie, ma mère aussi. Et donc on va dire je sors un tout petit peu d'un milieu aisé, on va dire ça. Donc ça m'a permis de faire quoi? Ça m'a permis avec l'éducation que j'ai reçue,
ça m'a permis de me détacher un tout petit peu D'accord. de tout ce qui est contrainte vis-à-vis de certains manques déjà et vis-à-vis de certaines fausses justifications. C'est clair. Donc nous, notre père, il a toujours été là à ne jamais nous élever avec de l'argent. Mhm. Même si bon, il avait les moyens quand même Mhm. et il pouvait le faire. Mhm. Il nous a mis dans les bonnes écoles pour qu'on puisse acquérir nos expériences. Et bah, on arrive par exemple, pour moi qui suis arrivé en France, j'arrive dans un milieu où il faut littéralement, toi-même tu connais quoi, il faut se débrouiller. C'est clair. Donc je me débrouille et puis voilà. C'est clair. Je pense que je suis un peu dans le même contexte que toi. Ce que tu dis, ça me parle. C'est-à-dire qu'en fait, personnellement, par rapport au niveau de vie au Togo, Ouais. Je pense que je sors d'une famille assez aisée, très clairement. C'est ça. Et que derrière, par contre, comme mes parents m'ont toujours dit, l'héritage qu'on te donne, c'est ton éducation. C'est ton éducation. En même temps, je pense que c'est sûr que c'est rassurant de savoir qu'on a ce cadre, C'est ça. finalement, de pouvoir se dire qu'en fait, quoi qu'il arrive finalement, sur le premier moment, on ne va pas mourir de faim. Ouais. Et ça permet d'avoir le temps de libérer cette énergie entrepreneuriale-là. C'est ça. Même si, dans les faits, je ne sais pas pour toi, mais moi, par exemple, lorsque j'ai eu à créer ma boîte, au début, le soutien familial n'est pas toujours au rendez-vous. On te pousse un peu plus vers le salariat. On te fait comprendre que finalement, avant même que tu n'aies essayé toutes les difficultés qui peuvent être liées à l'entrepreneuriat, on te fait comprendre qu'il y a d'abord une nécessité de sécuriser des revenus dans la vie. Comment toi tu as adressé le sujet? Bah moi on m'a tout de suite dit mais pourquoi tu rentres? C'est ce qu'on m'a reproché, on m'a repris sur ça. Pourquoi tu rentres? Bah, pourquoi tu rentres en fait, au Togo du coup? T'as plus d'opportunités là-bas qu'ici, donc on voit pas pourquoi tu rentres. Sachant que personne ne te vire, sachant que tu avais un boulot que tu as abandonné, et pourquoi tu rentres en fait? On comprend pas. Mais à un moment donné, si on ne rentre pas et qu'on part tous, qui va venir développer le pays à notre place? C'est ça. Qui va proposer des solutions malgré les difficultés? Les difficultés, on en a vu partout. Dans les pays qui nous ont accueillis d'ailleurs, bah il y a pas mal de difficultés. C'est sûr. Qu'on peut cacher ou pas. C'est sûr. Voilà. Donc je me dis juste que ayant vécu ce genre de difficultés ailleurs, bah revivre d'autres sortes de difficultés, parce que c'est pas les mêmes sortes. C'est pas les mêmes difficultés, c'est sûr. Pas les mêmes difficultés. Donc revivre d'autres difficultés ne font que renforcer en fait l'acquis. Voilà. Bah moi, les parents, ils ont tout à fait raison. Hein. La première des choses, c'est de sécuriser et de protéger l'enfant. Chez un parent, c'est ça. C'est un instinct que tu es 0 à 75, bah si tes parents sont encore là, ils vont toujours avoir cet instinct-là. Ça, c'est ce qui est normal. C'est sûr. De vouloir que leur enfant en fait puisse avoir un cadre qui est sécurisé en fait. Oui. C'est-à-dire du jour au lendemain, à la fin du mois, tu as un revenu qui te permet de pouvoir assurer toutes tes dépenses, de couvrir toutes tes dépenses. Mais à un moment donné, si tu ne te lances pas dans un pays où il y a tout à faire, c'est que tu n'as pas cette notion-là. C'est sûr. Tu n'as pas cette sagacité, tu ne vas pas avoir de déception, tu ne vas pas vivre de succès, tu ne vas pas pleurer quand il faut, sourire quand il faut, rigoler comme il faut, et tu n'auras pas ce vécu-là en fait. Ce que tu dis, je comprends parfaitement. C'est réel, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu es dans un pays qui n'est pas le tien, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, moi aussi j'ai un peu le même parcours. Je pense que toi, après le baccalauréat, je suis amené à partir en France pour les études, je travaille là-bas. En parallèle de ça, moi, la chance que j'avais, c'était via le digital, je peux créer ma structure depuis là-bas. Et aujourd'hui, je suis un peu entre les deux mondes.
Et il y a une réalité, c'est qu'en fait, tu sens que là-bas, comme tu l'as dit, il y a d'autres difficultés, franchement. Et je pense que nos compatriotes de la diaspora n'en parlent pas assez. Mais bon, c'est un autre sujet, on va pas s'étendre là-dessus. Par contre, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'en fait, là-bas, tu sens que quel que soit le travail que tu fais, quelque part, tu ne crées pas d'impact. C'est ça. Dans ton pays. Tout a été déjà fait. Exactement. Tout a déjà été fait. Et créer cet impact, c'est quelque chose d'important. Et pour ça, moi, je tiens à te féliciter déjà d'avoir pris la décision de rentrer. Et merci à toi aussi d'être rentré. Bon, rentré partiellement. Partiellement, mais oui, c'est important. Je pense que quand on est plus de personnes comme ça qui aient des initiatives sur le continent, non, à un moment, ça va payer. C'est sûr. Ça va payer. C'est notre seule façon de pouvoir nous développer, en fait. C'est clair. Ouais. Il y a une question, du coup, qui me vient à l'esprit, c'est... Est-ce que ce sentiment d'impact, c'est ce qui t'a aussi motivé à un moment à te dire « Ok, je quitte BOA, je quitte le salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat ». Est-ce que tu sentais que tu avais autant d'impact que dans ces entreprises-là, dans lesquelles tu es rentré lorsque tu es rentré au Togo de base, dans lesquelles tu as intégré, tout simplement? On va dire que quand on rentre tout de suite dans le système, tu vois, on arrive dans un nouveau système. Ouais. Il faut faire ses armes, il faut trouver le bon équilibre. C'est quoi la différence d'ailleurs avant? La différence, c'est que déjà, même dans les rapports humains, c'est un peu bizarre. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Là, je te parlais de beaucoup plus humains, des rapports beaucoup plus humains dans nos pays que. Je te coupe pas, mais c'est vrai qu'en fait, en Europe, ou du moins en France, où j'ai eu l'occasion de travailler, on n'a pas le temps. On est très carriériste. Personne, et puis, voilà. C'est ça. Tu as des objectifs à valider, des cases à cocher. Ouais. Chose qui n'est pas T'as pas le temps pour les autres, tu peux pas t'asseoir avec des gens, discuter et tout pour savoir ce qu'ils deviennent, prendre des nouvelles. On sait que pour certains ce serait une perte de temps. C'est vrai. Mais ça fait partie aussi du développement, en fait. C'est vrai. Du développement intérieur, du développement humain, d'être sociable. C'est vrai. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est vrai. Et se lever tous les jours, courir de gauche à droite, c'est une bonne chose. Mais à la fin de la journée, si tu n'as personne à qui te confier, ça fait en sorte que voilà, tu t'es vide. Donc si on a ça dans nos régions, dans notre belle Afrique, c'est qu'on a tout, quoi. On a tout. On a une richesse qui est inouïe. On arrive dans des terres tellement fertiles que il suffit de jeter des graines au sol pour avoir une culture. C'est vrai. Mais tout le monde nous envie ça. C'est vrai. Pourquoi ne pas rentrer dans un pays comme ça pour faire ses armes? C'est la moindre des choses. Certes, on a nos difficultés sur le plan technique à avoir les sorties de nos produits. On rencontre pas mal de difficultés à formaliser notre structure, notre production et même nos ventes. On a encore ce genre de contraintes à surmonter, mais sans ces difficultés-là. Sans aller à ces niveaux-là, parce qu'on va y venir. D'accord. Rien que la création de l'entreprise, tu as maturé le projet lorsque tu étais... Est-ce que tu quittes BOA en te disant j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de lancer une ferme et le projet est déjà défini, avancé? Ou est-ce que tu te dis ce que je fais chez BOA n'a plus de sens, je dois quitter d'abord, et pendant le temps de réflexion que tu te donnes finalement, tu te dis voilà ce que j'ai envie de faire? Comment ça se passe en fait? C'est quoi le cheminement? Ça c'est une très bonne question d'ailleurs, parce que tout de suite moi je savais déjà ce que j'allais faire. D'accord. J'ai toujours su que voilà, je ferais quelque chose en rapport avec la nature. D'accord.
Et Donc ça, c'est depuis tout jeune, en fait. ça, c'est depuis tout jeune. Et une fois arrivé à la BOA, arrivé même dans le pays, j'ai mon carnet de bord, en fait, sur mes évolutions quotidiennes journalières. Et donc, sur les projections, sur tout ce qui allait se passer, sur les différentes étapes. Et je pense que c'est ce carnet de bord-là qui m'a permis d'arriver à là où je suis aujourd'hui. D'accord. Une fois à la BOA, c'était une étape, en fait. Ok. C'était une étape. L'intention n'a pas été de rester là-bas. D'accord. Donc, j'ai fait cette étape-là. Après, je suis retourné encore à Paname pendant... Non, là, ce coup-ci, j'étais resté 2 à 3 semaines. D'accord. Parce que j'arrivais plus à supporter, franchement. Et je suis rentré tout de suite après pour continuer les autres activités, intervenir en tant que consultant au sein de ma famille, dans l'entreprise de production de café cacao. D'accord. Et donc, je suis intervenu un tout petit peu partout où j'apportais des solutions, quoi. Ok. Donc, ce qui était mon rôle, on va dire. Ok. Et donc, en partant de la BOA, je savais déjà ce que j'allais faire. Ok. Et pour moi, ça a été une étape et je savais où j'allais atterrir, en fait. D'accord. Ouais, c'était prédestiné, on va dire. Très clair. Très clair. C'est vraiment inspirant parce que du coup, finalement, en fait, depuis le début, d'une certaine manière, dans ta vie, tu sais que tôt ou tard, c'est drôle parce que ça me parle aussi. Hein, moi, je sais que tôt ou tard, j'ai envie d'être à la campagne. C'est ça. Bravo parce que tu as pris cette décision assez tôt. Ils le font, les Américains. Ils le font, les Américains, mais tu vois, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de courage dans ton parcours parce que, en fait, tu suis le parcours dont je pense, hein, je dirais, pour généraliser, tous les parents africains rêvent, c'est-à-dire, en fait, bien travailler à l'école, avoir les diplômes qui vont bien, rejoindre une entreprise, avoir un salaire. Je suis sûr que lorsque tu rejoins des entreprises comme BOA, les parents, ils sont toujours fiers. Donc, Ouais, ils sont contents. je pense que tous les parents africains ont quelque part ce rêve, mais en même temps, nous, en tant qu'enfants, on n'a pas toujours envie de suivre ce schéma-là. Et on sait qu'il y a d'autres initiatives, d'autres projets qui auront plus d'impact. C'est ça. Et qu'on peut apporter nos compétences ailleurs. Et par rapport à ça, le fait de prendre la décision aussitôt, tu vois, surtout quand tu as fait un parcours comme le tien, moi personnellement, j'ai fait une école de commerce aussi, et je connais très peu de personnes, que ce soit en France ou en Afrique, qui se disent « Ok, j'ai fait une SS2I, je quitte la banque, et je ne sais pas à quel âge tu l'as fait, je lance une ferme en fait. » C'est un parcours atypique. C'est ça. Tu l'as fait à quel âge et raconte-nous comment ça s'est passé en fait. Rentrons dans les détails maintenant. Les détails, ça va être très simple, tu vois. Parce que dès que je finis mes études déjà, donc je te l'avais dit, j'avais été stagiaire chez Ikainesa. Tout ça, ouais. Après, j'ai été stagiaire chez Capcom. Ok. Capcom. Et ensuite, j'ai fait... je suis revenu à Ikainesa, là, ce coup-ci, en tant qu'ingénieur d'affaires. D'accord. Ouais. Là, en fait, quand tu rentres dans une SS2I où tu as tout, franchement, avec mon responsable, Khalid, j'avais tout. J'ai la carte de fonction avec laquelle j'allais dîner avec les clients, consultants, les clients et autres. Et j'avais en fait toute une palette de services, d'avantages. Et du coup, les gens ne comprennent pas pourquoi tu en arrives à là. Oui. Si tu as été capable, moi je me dis, hein, dans ta vie, si tu as été capable d'atteindre, selon toi, un certain niveau, c'est que tu es capable partout de t'en sortir. C'est vrai. Avec le peu de moyens qui t'est accordé. C'est vrai. Donc là, en fait, ça, c'est déjà une motivation. Oui. Aujourd'hui, il est certes vrai que de rentrer et de vivre nos réalités font que on
on est un peu désillusionné. On est un tout petit peu désillusionné parce qu'on se dit, attention, mais ce qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est le schéma qu'on s'est tracé? Oui. On se dit tout de suite non. Oui. Mais ce sont en fait parce qu'en fait, en Afrique, il faut comprendre, pas en Afrique, mais au Togo, il faut comprendre que on est des fois amené à régler des problèmes qui ne sont pas censés être des problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que jamais en France tu verras ça, par exemple. Jamais aux États-Unis, tu ne vivras ça. Il y a certains pays en Afrique où tu ne vivras pas ça. Les problèmes humains. Tel va te dire qu'aujourd'hui je suis malade et tout et que je ne pourrais pas te livrer et puis voilà. Or toi tu as ton activité à gérer, tu as ton équipe à faire tourner et donc voilà quoi, tu as ce genre de difficultés. Tel aujourd'hui va te dire que ok, je vais te livrer des... Par exemple, nous on prend nos poussins. Quand on prend des poussins, la variété qu'on prend, donc je t'en parlais, c'était les COP 500. Et quand je prends cette variété-là, je sais que je dois faire 45 jours avec. Et bah, si j'ai confiance dans des poussinières qui sont ici au Togo, c'est pas parce que voilà, je ne veux pas aller acheter ailleurs. Non. Ou que je n'ai pas la possibilité d'aller acheter ailleurs. Non, je veux fortifier l'économie locale. Oui. Bah, on a besoin de poussinières, on le sait tous. De couveuses, de grosses couveuses, pour avoir des poussins comme on le fait au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Et on a envie de se développer plus que ça. Sauf qu'on a nos réalités. Et du coup, on va aller payer des transports pour faire venir nos poussins d'ailleurs, parce qu'ici, on prend des poussins qui ne nous donnent aucun résultat. On va venir nous parler d'alimentation, mais quand on prend des poussins d'ailleurs, avec la même alimentation, c'est des boosts en 35 jours, tu as déjà tes poids. Franchement, voilà. Ça, ce sont des réalités auxquelles on ne veut pas se confronter. D'accord. Je comprends parfaitement. Et rien qu'en venant ici, le sujet des infrastructures, la route qui n'est pas du tout bonne. Franchement. C'est vraiment pas évident parce que comme tu dis, tu as des sujets humains, des sujets structurels. Comment tu gères tout ça? Est-ce que c'est des sujets auxquels tu as dû faire face dès le début? Ou est-ce que c'est avec le temps que tu t'en es rendu compte? Parce que académiquement, lorsqu'on va faire un business plan, par exemple, c'est pas des coûts qu'on prévoit de devoir se dire qu'on va devoir refaire peut-être une route, enfin l'arranger pour pouvoir accéder à sa ferme, quoi. Comment tu gères ça? Bah, en fait, ça, il faut le prévoir. D'accord. Et moi, je l'avais pas prévu. D'accord. Et du coup, ça m'est tombé dans la gueule. Et tout de suite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché des solutions. Okay. On a vu qu'on avait fait ramener des bulldozers ici pour faire des travaux. Bah, on a dû négocier les agents des bulles pour qu'ils puissent rouler un tout petit peu et égaliser la voie. D'accord. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, bah, quand ils ont égalisé la voie et que tout se passait bien, franchement, la route ne posait pas de problème. Il n'y avait pas de déboire. Jusqu'à un certain temps où on a encore réinvesti pour refaire la route, la voie d'accès. Et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre-temps des contrats qui ont été passés de prise d'enlèvement de sable, donc voilà, de terre qu'ils font. Et du coup, bah, l'exploitation a fait que les camions ont tout bousillé en fait, ce que nous avions fait en effort. Okay. Et là, automatiquement, bah, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et quand tu t'arrives devant une route qui est censée te rapporter aussi de l'argent, et que tu ne peux pas justement faire cet argent-là, à cause de cette route-là, parce que déjà, quand tu prends des sujets... quand on parle de sujet, on parle de poussin. On parle de poussin. Ok. Il ne faut pas l'oublier. Ok. Du coup, quand on prend, par exemple, on ramène nos poussins, bah, c'est une toute autre difficulté. On risque d'avoir des pertes sur ce genre de route impraticable, quasi impraticable. Il y aura des vidéos qui vont... On a pris quelques vidéos en venant. Exactement. Tu vois, ça, ce sont vraiment nos réalités. Mais là, tu vas encore aller investir
Et bis repetita, ils vont arriver avec leurs camions, ils vont dégommer la route. Et là, tu vas te retrouver à zéro. Et quand tu vas poser la question aux autorités, bah, tout ce qu'ils vont te répondre, c'est que ils ont les mains liées et ils ne peuvent rien faire à cela. Mais nous, on fait quoi en fait? On n'est pas la seule ferme ici. Il y a plein d'autres fermes et même des enfants qui habitent dans d'autres fermes et qui doivent accéder à l'école et tout ça. Mais ils font comment ces enfants-là? À chaque fois, il suffit juste qu'il y ait une toute petite pluie pour que la route soit dégommée. Mais on fait comment à ce stade? Pour sortir nos sujets, aller faire de l'argent, rapporter de l'argent à l'État, on fait comment? À un moment donné, ce sable-là, c'est bien beau de le prendre. Mais nous, on est là pour longtemps. La preuve, on est là depuis 2019. C'est clair. Du coup, je pense que d'un côté ou d'un autre, il faut aussi essayer de nous privilégier. C'est ça. Il faut trouver un juste équilibre. C'est clair. Je comprends parfaitement et non, c'est des vrais sujets. Tu sais, moi, par exemple, dans le digital, c'est des sujets auxquels aussi on fait face. Infrastructurellement, les coupures d'électricité, les sujets de la connexion Internet, qui est coûteuse, qui est onéreuse. Donc, je pense que pour rentrer au Togo chaque année depuis 7 ans, depuis que je suis parti du pays, les choses avancent, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Pour en fait favoriser, permettre une réelle émergence d'un secteur privé. C'est vrai. Je vois que toi, par exemple, tu as mis des panneaux solaires. Bah, on est obligé parce que là, il ne faut pas payer avec ce qu'on fait comme production, on ne peut pas payer la CET c'est ça. Tous les mois. C'est ça, ça coûte cher. Ça coûte cher. Là, on a des panneaux solaires. Depuis des années qu'on les utilise, franchement, ils nous ont pas lâchés. Ok. Et il faut faire que des petites révisions. Et puis là, voilà quoi. D'accord. Nos équipes arrivent à regarder leur télé. Okay. Ils ont une petite antenne pour regarder tout ce qui se passe dans le monde. Okay. Donc franchement, je pense que c'est un endroit, comme on le voit, c'est un endroit paisible en fait. Tu embauches combien de personnes aujourd'hui ici à peu près? Aujourd'hui, j'embauche... Il y a 3 personnes en permanence sur le site. Ok. Et une personne qui est polyvalente entre Lomé et la ferme. Ok. La ferme étant à Davier. À Sommet. À Sommet. Oui. Davier à Sommet. Et on a aussi un technicien qui intervient tout à l'heure en fait. Vous allez échanger avec lui. Et voilà, sur l'aspect technique en fait de notre métier. D'accord. Ouais. Très clair. Très clair. Et il me semble que tu as aussi un magasin à Lomé, c'est ça? Une boutique à Lomé. Une boutique, c'est ça. Là, la ferme, elle s'appelle Meltit. D'accord. Meltit. M-E-L-T-E-A-T. Ok. Oui, un mélange de bouffe, en fait. D'accord. Oui, c'est comme une fusion, en fait, de tout ce qu'il y a à manger dans le monde. Ok. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, c'est un beau nom. Merci beaucoup. Et du coup, vu qu'on a une boutique au niveau du garage à Lado, c'est juste en face du garage à Lado, on l'a fait en bambou de façon artisanale. À Lomé, du coup. Ok, c'est vers Bossimé, c'est ça? Bossimé, oui. D'accord. Il y a Bossimé, garage à Lado, tout en face, juste en face. Et on l'a fait en bambou, avec un décor quand même assez paisible, où on fait des ventes de découpe de poulet. On a de la poitrine, on a les ailes, on a les cuisses, on a tout ce qui va avec. Et même on se permet même de faire des grillades. Oui, une restauration, pourquoi pas, parce que voilà, on maîtrise. On a les bons assaisonnements. On connaît le poulet, on le connaît très très bien, on le maîtrise bien. Du coup, on propose de très bonnes choses, on fait très bonnes choses. Pour résumer, donc du coup, et là, la boutique, elle s'appelle M's Chicken. M's Chicken. De Meltit. D'accord. Voilà. Ok. M's Chicken. Ok. M apostrophe Chicken. Chicken. Ouais. Ok. Chicken. Ok. M apostrophe S Chicken. M's Chicken. Donc tu lances la ferme d'abord. Tu crées la boutique parce que c'était dans la suite logique des choses pour toi. Ok. Moi, je voulais un restaurant tout de suite, tu vois, un balèze truc, tu vois, genre les restaurants tip-top qu'on trouve un tout petit peu partout dans le monde. Mais, faute de moyens, faut s'adapter. Faut s'adapter très rapidement parce que
faut pas oublier, on est des entrepreneurs. Ok. On a nos réalités, on a tout ce qu'il y a de vécu, tout ce qu'il y a d'impératifs à réaliser. Donc voilà, les salaires des employés à payer, les fournisseurs à rembourser. Parfois, ça peut prendre du temps. Et du coup, on a tout ça en fait à gérer. Je t'arrête, on va garder le fil en sachant qu'en fait, il fallait qu'on creuse ce sujet de la boutique, pourquoi elle est arrivée. Financièrement, en fait, lorsque tu lances l'activité, en termes de coûts, comment tu gères? Parce que tu parles là de dette, de fournisseurs. Comment tu gères cet aspect? Parce qu'il y a une réalité aussi, en fait, localement, dont on ne parle pas assez. On parle souvent, mais on ne le dit pas suffisamment. C'est les banques, elles ne suivent pas, généralement. Moi, je vais rentrer un tout petit peu dans le domaine technique que devait attaquer le technicien. Ok. En fait, la production en elle-même, nous avons les 20% des charges qui vont dans les poussins. D'accord. 60 à 70% des charges, des autres charges, vont dans l'alimentation. Ok. Quand tu veux faire de la production et que tu n'as pas serré tes ceintures sur l'alimentation, Ok. Là, ça sera compliqué, on va dire, pour tout. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que nos productions, vu que nos productions sont compliquées. Ok. Oui. Parce qu'on fait face à certaines situations vis-à-vis de l'alimentation. On arrive et quand on surmonte ça et qu'on arrive tout de suite sur le marché avec des produits qui sont prêts, il faut se frotter aussi à la distribution. D'accord. Ouais. Il faut se frotter à la distribution et faire de la vente au bon prix. C'est ça. Pour pouvoir se réaliser et pérenniser son activité. D'accord. Parce que l'objectif, c'est ça. D'accord. C'est clair. Sachant que aujourd'hui, donc sur le sujet de la production, de ce que j'entends, et on en a discuté un peu déjà, tu t'es bien entouré. C'est l'intelligence que tu as eue, parce que on peut se dire de base, ok, mais c'est pas un ingénieur agronome. Non, mais je te coupe tout de suite. Au début, on savait pas ce qu'on faisait. Ouais. Tu vois, au début, certes, on a fait une bonne production. Hein. Au début, on a recruté, on a fait une bonne production, mais on savait pas ce qu'on faisait. D'accord. On savait pas à qui vendre. Ok. Du coup, on a fait une grosse perte. Ok. Mais voilà, on était déjà dedans. Ok. Donc là-dessus d'ailleurs, est-ce que tes expériences, on a parlé de tes expériences à BO, etc. Tu m'as parlé aussi du conseil que tu as pu apporter sur l'entreprise familiale, sur le côté café. Est-ce que c'est parce que c'est de l'agroalimentaire aussi, c'est des learnings que tu as pu tirer aussi, que tu as pu appliquer à ce business? En quoi ça a pu t'aider? Ça m'a aidé parce que j'ai participé à d'autres projets aussi, que ce soit des projets agricoles qui m'ont beaucoup forgé au niveau du mental. C'est ça. Donc un projet sur 3000 hectares au niveau de Agnier. D'accord. Oui. Où je devais, parce que j'étais le gérant de toute le superviseur en fait général, intendant général, superviseur général. Et du coup, je me devais de tout ce qui était approvisionnement, de tout ce qui était mise en place, de tout ce qui était contrôle, qualité, contrôle, technique, contrôle, toutes sortes de contrôles. Du coup, ça m'a vraiment forgé. Ça m'a vraiment forgé. Ça a fait que quand j'ai démarré, tout de suite, j'ai pas eu peur. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà vécu. Et quand je suis arrivé, c'était quand même à l'aise. Avec les deadlines qu'on devait respecter. Parce qu'on avait des deadlines. On voulait tout de suite produire pour que décembre, on puisse vendre. D'accord. On a décalé d'un mois, mais franchement, ça a été l'expérience que ça a été. Okay. On a eu une très bonne production. Okay. Ensuite, on a réalisé des pertes sur la vente. Okay. Mais ça, en fait, c'est parce qu'on n'a pas vraiment de débouchés dans nos pays. Okay. Avant de lancer une production, normalement, les ventes se font déjà. D'accord. Dans un pays normal. Okay. Tu vois, les ventes se font déjà d'entrée de jeu. Okay. C'est-à-dire que telle personne sait que voilà, dans tant de temps, il va venir récupérer ce que tu as produit. Et quand le temps arrive et que tu l'appelles, tu lui dis attends, si tu ne viens pas dans les deadlines, je vais te facturer.
Parce que c'est un contrat. Et sinon, ça, c'est dans un pays normal. Dans un pays où on va dire où il y a une demande, tout simplement. Bon, il y a une demande, voilà. Il y a une demande importante, là, je comprends. Oui. Je comprends parfaitement. Donc, là, en fait, tu peux pénaliser le client. Ouais. Oui. Et là, ça fait que tout de suite, tu as ton poids. D'accord. Sur le marché. Ok. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui ne ressentent pas ça. Ok. Qui ont été, ils n'ont pas été abandonnés, mais ils ont été quand même assez négligés. C'est ça. Et des fois, ils produisent et ils ne savent pas qu'ils vendent. C'est ça. Et je te coupe, mais la réalité derrière ça, c'est certains vont pointer du doigt le côté macro, mais il y a aussi un sujet micro finalement des particuliers en fait qui sont pas toujours sensibilisés à cette consommation locale. Donc j'aimerais déjà l'appellation de nous nos poulets fait que tout de suite les gens ont peur. C'est quoi l'appellation? Ils disent Yovo Koklo. Ok, poulet de blanc. Oui. Ok. Or c'est pas des poulets de blanc. Nous on se fournit en Côte d'Ivoire à côté. Ouais. Des fois au Ghana ou au Nigeria. D'accord. Tout simplement parce que les productions elles sont faites. Les poussins sont couvés et puis il y a en Côte d'Ivoire au Nigeria ils ont des reproducteurs aujourd'hui et du coup ils ont fait des recherches pour avoir de l'efficacité, c'est tout. Donc on ne peut pas dire que ça vient d'un pays occidental. C'est clair. Sachant que d'autant plus africain. Ce qui est marrant, c'est 100% africain. C'est 100% Moi, j'ai eu l'occasion de goûter ton poulet. Il est tellement bon. C'est ça en fait. Et ce qui est marrant en fait, c'est que à la fin, les gens, ce dans quoi ils dépensent aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Non seulement c'est importé. C'est importé. Ouais. Et pas de l'Afrique pour le coup, c'est importé d'ailleurs carrément. Brésil, on sait tous ce qu'ils font. Brésil, Hollande. Ok. La Chine non, parce qu'elle transforme ces poulets-là qui sont des pondeuses de fondu, conservées sur des bateaux pendant 2-3 mois. On va pas en discuter parce que c'est le métier quand même de certaines personnes. Je te coupe, mais juste pour comprendre. Ouais. On parlait de sujets qui peuvent être liés à la côté sanitaire lorsqu'il y a le transport des poulets d'un pays à un autre. Tout à fait. Toi, demain, aujourd'hui, tu targetes principalement le marché togolais. Ouais. Demain, lorsque tu vas vouloir peut-être exporter aux États-Unis, en Europe, en Asie, comment tu vas adresser le sujet? Parce que finalement, c'est un peu les mêmes problématiques que tu peux avoir. En fait, moi, je me dis que le client qui est intéressé par ton produit, bon, de base, c'est du poulet. Tout le monde peut le produire chez lui. Je crois que les gens sont beaucoup plus développés que nous au Togo. Et nous, on prend le train en marche. Du coup, je pense que tout le monde peut produire chez lui. D'accord. De base. Ok. La consommation du local, franchement, fait qu'il y a moins de flux, moins de pollution en plus. De pollution, moins de passage en fait à avoir ou d'intermédiaires ou d'interactions à avoir avec toute la chaîne de froid avant que ça implique. Pouvoir avoir accès à ce qu'on consomme. Et si ils trouvent que nos produits, la qualité de nos produits, vu que nous on sait que la qualité elle est ultra bonne, je peux confirmer. S'ils trouvent que la qualité, parce que moi j'ai des clients qui viennent au Togo quand ils repartent aux États-Unis, en France et autres, en Allemagne, ils en prennent avec eux, tu vois, dans leurs valises, où on les congèle, ils ramènent ça avec eux, où ils vont les consommer. Et ils arrivent, ils sont en avion, hein, donc ils mettent pas plus de 24 heures ou voilà un tout petit peu plus. Mais là, on parle de masse. Oui. On parle de masse. Automatiquement, quand on parle de ces quantités qui sont énormes, il faut aller tout de suite sur les transports maritimes. Bien sûr. Soit on fait du fret aérien et c'est beaucoup plus cher. Donc si nos clients, franchement, ont besoin de nos produits, notre responsabilité sera que on fournira, mais on ne s'assurera pas du transport. D'accord. Voilà.
D'accord. On ne s'assurera pas du transport. Faudrait que le client lui-même il s'assure de son transport D'accord. pour qu'il sache ce qu'il est en train de faire. Ok. Parce que là, je préférerais qu'il produise chez lui. Très clair. Donc si nous, on arrive à produire chez nous, là, on est en Afrique. C'est encore localisé. Bien sûr. Là, on peut aller au Ghana tout de suite avec un poulet 2h30, 3 heures. Ça, c'est c'est raisonnable. Mais s'il faut passer l'Atlantique, passer l'océan Indien et autres, la mer Noire, voilà quoi. Je comprends. C'est très clair. Ouais. C'est très avec clair. Certaines quantités surtout. Bien sûr. Non, c'est très clair. Et puis, je pense qu'on a bien évoqué ce sujet de la production. On pourra rentrer dans le détail avec Pacom, qui est ton technicien. Oui, tout à fait. Là-dessus. Après, maintenant, sur le côté purement distribution, promotion, comment aujourd'hui tu es organisé? Explique-moi, dis-moi en plus. Sur la place, en fait, je commercialise déjà à terme à 2 kilos. Mais j'ai des sujets de 2 kilos en poids vif. Pardon. Je commence les abattages. Pour ceux qui nous suivent encore jusqu'ici, les sujets, c'est les poussins. Les poussins, dans un premier temps, qui évoluent qui évolue et qui se transforme en poulet. Au bout de, nous, on est sur des productions, des cycles assez courts, de 35 à 45 jours. D'accord. Donc avec notre technicien, on a trouvé des formules qui nous permettent d'aller très très vite et de surtout respecter les règles hygiéniques, respecter la qualité en fait pour le corps humain. C'est des intrants qui ne vont pas perturber en fait le corps humain sur le plan chimique. Non. D'accord. Du coup, on respecte toujours cette composition alimentaire vu qu'on l'a fait nous-mêmes, cette formulation. C'est homemade. Sur le principe, on utilise des ingrédients locaux, comme du maïs, comme du soja, mais qui vont nous permettre d'avoir, avec la qualité de notre sol, qui vont nous permettre de développer, de faire croître rapidement les variétés de poussins qu'on a. Donc en 35-45 jours, on a déjà le résultat. D'accord. Du coup, là, on attaque tout de suite les supermarchés, on attaque les restaurants de la place, et avec notre produit, parce que toi-même, tu connais le produit. Bon. Donc, on l'attaque avec. Et on a aussi notre centre de distribution qui est notre boutique, où on fait toutes sortes de découpes, poulet entier, grillades et tout. On propose même des menus avec des fritures. C'est juste waouh quoi. Donc voilà. Dans d'autres pays d'Afrique aussi, et même à l'extérieur, je comprenais aussi qu'il y a un vrai sujet aussi de pouvoir mailler la distribution avec des revendeurs par district, quartier, etc. Aujourd'hui, est-ce que toi, c'est un sujet pour toi ou pas? Vraiment? Si, c'est un sujet parce que moi, ça me ferait plaisir tout de suite de produire. Parce que là, on a... Il y aura les images. On a lancé 2000 sujets dans la poussinière. D'accord. Et ça me ferait tout de suite plaisir qu'à terme, il y ait quelqu'un qui vienne et qui me ramasse tout d'un coup. Bien sûr. Ça me fait gagner en temps. Bien sûr. Ça me fait gagner en alimentation. Bien sûr. Et puis j'ai mon bénéfice quoi. Quelqu'un ou plusieurs personnes du coup. Quelqu'un ou plusieurs personnes Bien qui sûr. viennent d'un coup et qui ramassent le tout. Bien sûr. Tu vois, en une seule prise. D'accord. Tu vois, t'es arrivé à 45 jours, t'as tes poids et tout, tes poids de 2 kilos et quelques, le poids que le client il veut. Tout de suite, ce serait bien. Ce serait bien quoi. Bien sûr. Qu'on vienne ramasser le tout. Sauf qu'aujourd'hui, on est obligé de nous-mêmes, parce que si on veut exister sur le marché, on est obligé nous-mêmes de faire nos abattages, de nous lancer dans des campagnes de commercialisation. On n'a pas le choix quoi. C'est clair. Mais comment tu expliques, je pense que Pacom aura aussi peut-être des éléments de réponse, mais comment tu expliques le fait qu'en fait, il n'y a pas cette culture de consommer ces poulets de chair localement? Je sais qu'il y a aussi ce qu'on appelle les poulets bicyclettes. C'est quoi la différence? Je sais pas si toi tu veux évoquer le sujet directement ou c'est Pacom qui le fera. Et au-delà de ça, d'ailleurs je vois que Pacom est là, donc c'est parfait. C'est parfait. Bonjour Pacom. Comment en fait aujourd'hui vous expliquez
cette différence, enfin cette appréhension, ce manque de volonté, même, on peut dire, de la population de consommer ces poulets de chair localement, de préférer consommer ces poulets de chair importés et VS aussi les poulets bicyclettes que bon, les gens affectionnent mais considèrent parfois différents, meilleurs, comme tu dis, Yovo Koklo. Je veux comprendre en fait. Ok, il faut comprendre que je pense que c'est un manque aussi d'information parce qu'il faut parler aussi de la publicité. C'est la population, il faut vraiment les conseiller, il faut leur parler vraiment du bienfait du poulet de chair au fait. Voilà. Parce que il faut dire que le poulet de chair même a été, je veux dire, conçu pour juste aider la population. Vu la croissance chaque année, vous voyez la densité de la population, donc il faut vraiment créer au fait une souche qui va permettre à cette population-là d'y consommer, pour d'y avoir aussi la viande blanche, comme on le dit, sur le marché. Voilà, donc je pense que c'est la publicité qui n'est pas encore vraiment faite, voilà, correctement. Il y a un manque de sensibilisation. Voilà, sensibilisation en fait, voilà, si je peux dire ainsi. Peut-être c'est ça, sinon pas que cette volonté n'y est pas quand même. Parce que bon nombre, lorsqu'on leur parle de poulet de chair, ils disent mais vraiment, quelle est cette souche-là? Quelle est cette souche de poulet de chair? Bon, on ne connaît pas. Voilà. Ils sont vraiment habitués, c'est vrai, ils sont habitués aux locaux qui existent vraiment sur le marché. Voilà. Mais le poulet de chair, vraiment, c'est une viande qui n'est pas vraiment vue par la population. Bon, je peux dire ça comme ça. D'accord. Voilà. Ok, très très clair. Tu t'es pas présenté. C'est vrai. Donc, je veux bien que tu me dises qui tu es, c'est quoi ton histoire. Ouais. Okay. Je sens un petit accent ivoirien. Oui, vraiment ça. Au fait, moi, c'est Ayopacom. Voilà, Ayopacom, je suis ivoirien, effectivement. Et c'est depuis 2013 que je suis venu au Togo. Voilà, je suis au Togo. Et je travaille pour une entreprise aussi qui est, si je peux peut-être... Bien sûr, vas-y, il n'y a pas de... L'entreprise Koudis Togo. Okay. Togo, voilà. C'est une entreprise aussi, hollandaise qui existe en Côte d'Ivoire. Et bon, il y a aussi un représentant en fait, qui est togolais, qui a voulu représenter l'entreprise au Togo. Donc il m'a fait appel, vu la proposition, et j'ai préféré vraiment bosser avec lui ici. D'accord. Voilà, donc je suis technicien en production animale. Voilà. D'accord. C'est comme ça. Technicien en production animale. Ok, très clair. Et comment tu as rencontré Awaz en fait? Comment tu as rencontré Awaz? Bon, on peut dire que c'est pas... Ça fait vraiment 1 an que je suis avec lui. D'accord. Il a eu des difficultés, justement dans le passé. Il a voulu vraiment rencontrer quelqu'un qui s'y connaît dans le métier. Voilà, il s'y connaît. Et Dieu merci, par le biais d'un ami, voilà, qui m'a mis en contact avec lui. Tout à coup, les choses sont parties comme ça. Ça rappelle, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit dans l'agroalimentaire ou non, au Togo, ne font pas. C'est vraiment cette importance de savoir s'entourer, de savoir reconnaître en fait parfois ses faiblesses, tout simplement. Toi, est-ce que sur le plan macro, c'est quelque chose que tu observes, que les gens n'ont pas souvent le réflexe de s'entourer? Je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail des difficultés qui ont été rencontrées. Qu'est-ce que tu as apporté en fait concrètement? Ah oui. En fait, il faut dire aussi que le métier d'élevage, comme je dis, c'est un métier. D'abord, il faut aimer le métier. Parce que lorsque tu aimes quelque chose, tu essaies de comprendre les contours en fait, voilà, de ce métier-là. Et c'est ce qu'un bon nombre de personnes n'arrivent pas vraiment. Ils se disent que peut-être que c'est, comme on le dit, au élevage, parce que lorsqu'il y a l'élevage artisanal, l'élevage moderne. Et ce que M. Awad est en train de faire, c'est un élevage moderne. Donc là, il faut t'entourer de ces personnes-là qui s'y connaissent le métier pour mieux guider. Voilà, pour ne pas tomber dans ces erreurs. Parce que dans l'élevage, il y a des critères qu'il faut suivre. Voilà, donc je pense que c'est ça qui vraiment, il a voulu vraiment investir. Voilà, aller encore plus en profondeur. Et bon, c'est ce qui a fait qu'on s'est connus. Et puis bon, je pense jusqu'à là, les choses vont bien. Sur votre production, à vous par exemple, aujourd'hui, c'est quoi les critères concrètement? J'ai cru entendre sur le trajet en venant MC, ou c'est le type de poulet que vous élevez. Moi, je ne savais même pas. Pour moi, le poulet, c'est du poulet. Quand je mange... oui, en fait. Bon, les poulets, en fait, en élevage, nous, surtout en élevage de volailles, en agriculture,
nous avons plusieurs sortes de poulets, comme nous avons les pondeuses. Voilà, les pondeuses, celles qui produisent les œufs. D'accord. Nous avons aussi les poulets de chair. Okay. Voilà, qui sont, je vais dire, à une courte durée. Voilà, nous avons aussi les poulets vraiment qu'on appelle les coquelets. Okay. Voilà, eux, c'est surtout que maintenant, au niveau des coquelets, nous avons eu plus de souches qui sont vraiment dans ces dernières années, qui ont été vraiment sélectionnées pour juste aussi accroître au niveau de la durée. Okay. Parce qu'avant, les coquelets, on allait jusqu'à 6 mois. Okay. Voilà, donc maintenant, il y a aussi certaines souches qui sont sur le marché, comme les nœuds là, voilà, les Goliaths, communément appelés Goliaths, et qui sont vraiment maintenant à une durée un peu courte durée. D'accord. Durant 4 mois déjà, vous pouvez vraiment passer à la vente. Okay. Maintenant, les souches qu'on appelle les poulets de chair, c'est à 45 jours. Okay. Voilà, 45 jours déjà, vous libérez vos sujets. Okay. Voilà. Maintenant, les pondeuses, elles vont jusqu'à partir du 5e mois. Maintenant, vous commencez à avoir les œufs. Et puis bon, voilà. Donc, si je comprends bien le poulet de chair, l'avantage, c'est que c'est plus nourrissant parce que justement, il y a plus de chair. Oui, effectivement. Ça répond à un enjeu aussi macroéconomique de croissance démographique. Ça. Et derrière, c'est un peu dans le même sens finalement, ça pousse plus vite. Ça peut être mis sur le marché beaucoup plus vite. Oui. D'accord, le cycle est rapide. Oui. Ok, très clair. Très très clair. Aujourd'hui, donc, comme j'ai bien compris, donc, le cycle est rapide, mais la consommation locale ne va pas forcément suivre. Oui. D'accord. Des fois, en fait, c'est ça qui leur fait peur. Ils se disent que si c'est aussi rapide, c'est boosté d'hormones, des trucs chimiques. D'accord. Ce qui n'a rien à voir en fait avec une production normale. Ok. Donc nous, tout de suite, on va avoir des formulations avec notre technicien qui vont être axées exclusivement sur des produits locaux. Ok. L'usage de maïs, de soja, comme tu disais. J'ai vu en venant que tu avais un bol de curcuma. Voilà. Ouais. Pour faire des expériences et aussi sur un petit échantillonnage de population. Ok. Et faciliter en fait la digestion de nos sujets, leur donner ce dont ils ont besoin en termes de calories, en termes de protéines. D'accord. Bon, comme un être humain, en fait, il puisse avoir une croissance normale et rapide. D'accord. Voilà. Très clair. Hier, en fait, on n'a pas d'injection à faire, injection chimique d'un produit inconnu au bataillon. Nous, on n'est pas assez. C'est juste du temps que vous passez à bien travailler, à faire de la recherche, exactement. Sur ce sujet de la recherche, on en parlait un peu sur le trajet d'ailleurs tout à l'heure. Qu'est-ce qui explique typiquement, par exemple, sur ce sujet de la reproduction, que vous êtes obligé d'avoir des poussins qui viennent du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, localement? Est-ce qu'il y a des producteurs? Pourquoi on ne les trouve pas? C'est si technique que ça? Oh bon, moi, en tant que, je vais dire, ça fait quelques années que je suis au Togo. Je pense que c'est une volonté. Jusqu'alors, même, je me pose même la question parce que, mine de rien, quand vous allez au Ghana, tout se fait localement. Lorsque vous-même, je vais au Bénin, je vais aussi au Ghana, je vois tout se fait localement, sauf le Togo. Bon, je pense que peut-être, moi-même, d'ailleurs, je profite de votre micro pour lancer un appel au gouvernement pour vraiment écouter, au fait, entendre le coup de cœur des éleveurs. Parce qu'aujourd'hui, importer ces sujets-là, et d'abord les difficultés que la population rencontre, c'est pas facile. Si vraiment le gouvernement de l'État peut faire vraiment des efforts vraiment pour mettre une unité de transformation, de production des poussins au Togo, ça allait vraiment plus aider cette population-là. Voilà. Sinon, vraiment, jusqu'alors moi-même, je me pose la question, pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a certaines personnes qui se sont engagées à produire les poussins ici, mais ça n'a pas marché. Vraiment. On n'a pas eu les résultats. Des résultats, vraiment, oui. Aussi. Donc tout ça, jusqu'alors, je me pose la question. Peut-être est-ce que... Et c'est vrai aussi, parce que la quantité aussi est importante. Lorsqu'on commence la production, il faut aussi avoir une unité de production qui peut vraiment répondre aussi à l'attente aussi de la population. Bien sûr. Voilà, donc peut-être c'est ça aussi qui fait le défaut. Donc je pense que si le gouvernement peut aussi appuyer sur ce côté, ça va plus vraiment encourager. Sinon, les éleveurs togolais veulent vraiment que cette production se fasse au Togo, vraiment, pour vraiment les aider.
Bien sûr. Voilà. Je pense et à partir de ce moment-là, si on arrive à avoir ce genre de production qui répondent, en termes de qualité-prix, qui répondent par rapport à ce qu'on prend ailleurs, franchement, s'il y en a qui arrivent à produire ça, ce type de poussin, qu'ils nous fascine. On est tout de suite chaud pour en prendre. Bien sûr. Ça va nous éviter déjà d'aller faire des transports, d'aller dépenser en transport, d'aller dépenser en énergie, d'avoir quelques pertes que ce soit. C'est sûr. C'est sûr, je pense qu'il y a un rôle étatique à jouer là-dessus, très clairement. Concrètement, quel type de mesures vous pensez qui pourraient être prises? Et puis, au-delà aussi du côté étatique, quel est le rôle de la population, du secteur privé, des Togolais qui ont une capacité d'investissement dans ces sujets-là finalement? Quand je parle de sujet, pour le coup, je ne parle pas de poussin. Mais bon, on s'est compris. On vous comprend très bien, je pense que moi, à mon avis, je pense qu'il y a un bon nombre qui ont cette volonté-là. Oui. Peut-être que la peur y a animé, mais je pense qu'ils ont cette volonté-là. Mais le côté des éleveurs, il faudrait qu'il y ait une aussi organisation. Parce que quand il n'y a pas d'organisation, ils ne savent pas comment il faut investir. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait des organisations au niveau des éleveurs pour présenter au fait les doléances. D'accord. Vous voyez, donc, même si lorsqu'ils présentent les doléances et qu'il y a certaines personnes de bonne volonté qui veulent vraiment s'y investir dans ce métier, bon, ils le feront. Donc je pense aussi que le problème aussi vient aussi des éleveurs. D'accord. Il faut avoir des organisations, il faut vraiment des structures vraiment qui peuvent amener l'État aussi à savoir que vraiment il y a des problèmes ici et là. Et puis bon, l'État fera mieux. Voilà, donc je pense que c'est ce côté aussi, il faut vraiment aussi en parler aussi au niveau des éleveurs pour qu'ils puissent bien s'organiser. Je sais qu'il y a certaines organisations qui sont là même. Est-ce que vraiment il n'y a pas quelques problèmes entre eux, mais tout ça, bon, bref. Mais je pense que si ces organisations-là peuvent vraiment mieux apporter vraiment quelque chose, les choses seront... C'est clair, c'est vraiment pouvoir mieux s'associer. Ailleurs, on a des coopératives, on a des structures qui prennent en charge toute ta production. Tout ce que tu as à faire, c'est déjà tes charges en termes de production, en termes d'alimentation, tes sujets. Toutes tes charges, on peut l'investir en toi. C'est des capitales dont tu te soucies pas. En fait. Nous, on va chercher nos propres capitaux pour faire des productions. Et à terme, parce que nous, avec la production de poulet de chair, si on arrive à terme avec à terme de notre production et qu'on ne sort pas rapidement les sujets, en fait, vous perdez. Exactement. Notre marge. Okay. Exactement. Parce que notre marge, on la donne à manger à ces sujets-là, parce que tu ne vas pas les voir mourir. Ok, c'est clair. Sachant qu'en fait, donc tu as aujourd'hui un cycle, c'est 45 jours. 45 jours. Généralement, tu sors combien de poulets sur ces 45 jours? Ça représente quoi en termes de tonnes peut-être? En termes de tonnage, on est 3000 tonnes. 3000, ouais, okay. 3000, 4000. Ok, ouais. 3000, 4000, ok, c'est déjà bravo, c'est énorme. Et très clair, la vision pour vous aujourd'hui, donc on comprend ce sujet d'association qu'il faut davantage dans l'écosystème. Je te coupe pas, mais si les autres ne le font pas, on va le faire. C'est ça. Un moment, on va le faire. Ok. Ouais. Sur le côté promotion, je sais que vous travaillez aussi avec Adebayor. Oui, ça montre justement aussi le fait qu'il y a des acteurs locaux de référence qui soutiennent le sujet. Qu'est-ce que ce partenariat, cette collaboration, elle a pris quelle forme et surtout qu'est-ce que ça a apporté aujourd'hui concrètement? Déjà par le biais d'un grand frère, j'ai rencontré Adebayor. Emmanuel Adebayor, pour ceux qui ne savent pas, un joueur de foot togolais. J'ai rencontré le grand frère, je l'appelle grand frère. Je l'ai rencontré et en fait, dans cette rencontre-là, on a beaucoup échangé sur ses visions à lui. Et tout de suite, il m'a parlé de sa production de bovine. Il m'a parlé de son investissement dans l'agriculture, dans l'agro en fait. Donc c'est un domaine qui l'intéresse déjà. Vu que c'est une légende, hein, mais il s'est tout de suite marié à ce domaine-là. Et à Lavier, il a un vaste domaine où il exploite en agriculture tout ce qu'il faut.
c'est juste pour la blague, hein, Davier, il aime bien l'évier. Voilà, un tout petit peu. Ok. Et Lavier, c'est du côté de Palimé. D'accord. Ouais, du côté de Palimé. Nous, on est à Davier, qui est juste à côté, du côté de Noche, de Tchévier. Ok. Et en gros, quand on a échangé, je lui ai proposé d'intervenir avec nous sur notre com. Et donc, partout où il passe, il a toujours été là. Partout où on passe avec nos sujets, il a toujours été là. Il est venu à la ferme, où on a passé un moment tellement agréable, où il nous a raconté plein d'anecdotes de ses parcours dans les différents clubs. Et franchement, c'est quelqu'un qui est apaisé dans la nature et qui a beaucoup à offrir en fait aux jeunes. Et il aime ce contact-là. Il a vraiment envie, avec sa motivation, de développer la conscience des jeunes à travers la refonte dans une agriculture saine, par exemple. Et bon, c'est juste idéal d'avoir un support comme ça. C'est juste idéal. C'est super et je pense qu'effectivement avoir des supports comme ça c'est important. Bravo vraiment pour ce que vous faites. Bravo parce que pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui sont arrivés pile à ce moment-là, c'est quand même... moi je vois la jeunesse africaine dont nos parents rêvaient. Alors, autour de cette table, même Fabrice qui est en train de nous filmer, je pense que c'est vraiment ça. C'est des personnes qui entreprennent, des personnes qui savent travailler ensemble. Et qui ont le mental. Des personnes qui lancent une exploitation. Donc on montrera des images en fait de tous les différents sites. Et il y a plein de détails techniques, par exemple, qu'on a échangé, mais qu'on va pas pouvoir tout évoquer. Limite, c'est une autre émission qu'on va devoir tourner. On n'en a pas parlé, mais c'est pas... Ça n'a pas été évident ce tournage, il faut le dire. Ça n'a pas été évident. Avec toutes les complications. Exactement, avec toutes les complications, venir, prendre le temps. Il y a aussi un business à faire tourner en même temps. C'est ça. Mais ça nous tenait vraiment à cœur avec Fabrice. Et nous, on doit vous remercier pour ça. Et on vous remercie aussi de nous avoir accueillis parce que ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir venir sur place, s'imprégner et pas faire ça dans un studio d'enregistrement. Donc, il y a peut-être des petits bruits qui vont passer, etc. Pour ceux qui nous écoutent. Pour la petite anecdote, je t'ai dit, non, vas-y, viens, on fait ça à la boutique. Tu m'as dit, non, ça va pas être ça va pas être fun. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et finalement, on est là et ça fait vraiment plaisir. Non, ça fait plaisir de vous avoir. On va montrer les différentes images de ce que vous faites. Si vous aviez un mot, si tu as un mot, toi, spécifiquement aussi, Awaz, aujourd'hui, sur ta vision, les next steps pour toi, et aussi surtout les challenges auxquels tu fais face. Moi, j'aimerais que tu puisses passer un message en fait à toutes les personnes qui vont regarder cette interview, en sachant qu'on va avoir des gens qui ont envie d'entreprendre, spécifiquement dans l'agroalimentaire parfois, des gens qui vont peut-être consommer, des gens qui ont envie d'investir, des gens qui veulent voir une Afrique qui entreprend, qui est dynamique et qui est autonome émerger. Quel est le message que tu leur fais passer en termes de vision et quelle est la demande que tu leur fais aussi en termes de besoins? D'accord, tout d'abord, je vais m'adresser tout de suite aux jeunes. Là, pour le coup, je pense que tu peux même regarder la caméra direct, leur passer le message. Je vais m'adresser aux jeunes. Je vais m'adresser tout de suite aux jeunes et je vais vous dire cette chose. Cette phrase que me sortait souvent mon père. Il faut aller au bout des choses. Il faut aller au bout des choses. Quel que soit le parcours qu'on a, il ne faut jamais se fier aux apparences. Parce qu'on va tout le temps rencontrer des difficultés. Et ce serait très facile de se dire tout de suite, à la première difficulté, qu'on ne va pas pouvoir y arriver. On n'a pas compté, hein, vous pouvez demander à M. Pacom, on n'a pas compté le nombre d'échecs qu'on a eu. On ne va pas les compter. Si on commence à les compter tout de suite, les gens seront dégoûtés avant même qu'ils ne regardent cette vidéo-là. Mais on a toujours eu cette motivation ancrée en tête et dans un coin de nos esprits, le soir quand on va dormir ou des fois quand on ne dort pas,
que l'avenir, elle se passe ici et nous en sommes des acteurs. Et on va y arriver. On va atteindre le bout du bout. Et avec tous ceux qui sont avec nous, que ce soit les jeunes qui travaillent avec nous, que ce soit les investisseurs qui ont envie de venir visiter et de venir se proposer à la partie, on est ouvert à tout. Aujourd'hui, ils ont pu connaître nos besoins. C'est-à-dire un gros couvoir, le couvoir du Togo. Dès qu'on aura couvoir ça, pour les poussins. Pour les poussins, voilà. Ça. Dès qu'on aura ça, on sera imbattable. Et ça, j'ai envie que tout le monde le sache. Voilà. Je vais passer la parole à M. Paco. Ok, vraiment, merci. Et moi, personnellement, lorsque certaines personnes comme ça viennent me voir pour se lancer dans ce métier, je leur demande, quel est son esprit, en fait. Pourquoi ce métier? Pourquoi avoir choisi ce métier? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que moi, j'ai deux catégories de personnes dans ce métier-là. Il y a certaines personnes qui veulent le faire parce que vraiment il a un ami qui se lance dans ce métier, donc lui aussi il en fait. Et il y a certaines personnes vraiment qui ont la passion de ce métier. Et généralement, ceux qui ont la passion réussissent. C'est pas un métier qui est du tout facile, ça il faut le dire. C'est pas un métier qui est du tout facile. Donc seuls ceux qui ont la passion arrivent vraiment. Parce que les difficultés, tout à l'heure évoqué M. Awad, il y a vraiment des difficultés. Mais lorsque vous avez la patience, peu à peu, vous arrivez vraiment à s'y mettre, vous arrivez vraiment à réussir dans ce métier, au fait. Voilà, donc je pense que c'est ça vraiment qui est prioritaire. Il faut avoir le cœur, il faut avoir la passion dans ce métier. Voilà. Maintenant aussi, je lance un appel aussi vraiment aux autorités compétentes, vraiment de prêter l'oreille aussi à nos éleveurs, vraiment, qui sont vraiment dans le besoin. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, mine de rien, le Togo, c'est un pays, un beau pays d'ailleurs, et qui veulent vraiment aussi voir leur pays se développer en élevage. Voilà, ce qu'ils veulent vraiment voir le pays se développer en élevage. Et puis aussi, vraiment avoir aussi des unités de production, des poussins. Voilà, tout ça, c'est quelque chose aussi, c'est un coup de cœur. Vraiment, c'est cette population-là. Surtout la population concernant les éleveurs. Voilà. C'est très clair. C'est ce que je peux dire. C'est très très clair. Je pense que le message est passé. Alors c'est pas comme moi, je tiens à dire en tout cas déjà merci parce que vous êtes les premiers à se prêter à l'exercice en live. Merci à vous. Jusqu'ici, les White Today, c'était des émissions qui étaient principalement faites en ligne, sur LinkedIn. Donc là, c'est la première vraiment émission live. Il y aura peut-être des ratés, des couacs, mais comme Awad dit, on ne compte pas les échecs. Et puis, tant que l'interview, vous la voyez. C'est ça. Atteindre nos objectifs. C'est ça. Tant que l'interview, vous la voyez, c'est ce qui compte. Et pour le coup, je pense que ce qui est important, c'est si vous êtes au Togo, si vous passez au Togo, passez chez Ems Chicken. Commander du poulet, melt it. Tout simplement parce que je pense que c'est ensemble, en partageant de la valeur, en consommant ce que l'autre fait, qu'on va grandir tous ensemble. Et je ne sais pas si tu as des réseaux sociaux. Si on veut commander du poulet d'ailleurs, comment ça se passe aujourd'hui en fait? On peut passer directement sur TikTok, on a Facebook aussi. Ok. Avec notre numéro. Facebook, TikTok. Il y a Instagram aussi, je pense. Il y a Instagram, mais Instagram, c'est plutôt Meltit. Ok. Ouais. Ok. Pour les petites publications par rapport à ce qu'on fait là, tout de suite, cette vidéo, elle va aller sur Instagram. Ok. Ouais. Donc, vu que ça incorpore Meltit et un tout petit peu MC. Ok. Donc, ça va aller sur les deux plateformes. On mettra les liens dans la description. Mais quand on veut commander du poulet, tout de suite, on passe par Ems Chicken. Ok. Sur TikTok et sur Facebook, ça passe. Ok. On a même laissé nos coordonnées, ok. Nos numéros. Ok. Et on peut nous appeler directement. Super. On fait les livraisons nous-mêmes. Super. On mettra les numéros de téléphone dans la description, comme ça les personnes pourront commander. À tout moment. Et puis, moi, j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est merci à tous les deux. Merci à Waz, merci Pacom, merci Fabrice qui est à la vidéo et qui est tout simplement le promoteur, le producteur de ce premier podcast. Et puis, j'espère qu'on pourra en faire un prochainement.
qu'on pourra revenir dans quelques mois, quelques années dans cette ferme qui va bientôt avoir 5 ans. Qui va bientôt avoir 5 ans. Du coup, quand vous allez revenir, on va espérer que vous venez voir de très grandes choses, de belles choses, quoi. C'est ça, tout simplement. Qu'on voit des belles choses. Moi, je suis déjà venu il y a 2 ans, je pense. Ça a évolué, donc ça continue de grandir. Et puis, il y a de plus en plus de bâtiments. Le bâtiment au fond là-bas n'existait pas à l'époque. Maintenant, il est là. Donc, ça a un tout petit peu changé quand même. C'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien. Merci à tous, merci à ceux qui vont regarder le podcast jusqu'à la fin. Merci à vous. Nous, on va aller manger un bon agouti parce que là, on va aller manger un agouti. C'est ça. Ensuite, on va manger du poulet M's Chicken. Exactement. Donc la soirée est longue. La soirée est longue, la journée était longue. On a commencé, je pense, à midi et là, il doit être 16h, 17h. Mais le travail a été fait. Et puis je pense que ce tournage montre tout ce dont l'Afrique a besoin, c'est simplement la résilience et puis aller jusqu'au bout. J'aime beaucoup la phrase que ton père t'a transmise et qui dit tout. Merci et puis à très vite.